Depuis quelques années, la haine envers les personnes blanches se manifeste de plus en plus bruyamment. Et parfois même de plus en plus violemment. Et tout ça se passe au mieux dans le silence médiatique le plus complet, au pire avec la complicité des médias. J'ai donc voulu en savoir plus et comprendre d'où vient cette haine. Au début de mon enquête, je me suis donc penché sur les mouvements suprémacistes noirs, les mouvements panafricains, et j'ai rapidement compris que ces mouvements n'étaient que les conséquences d'une cause beaucoup plus profonde, une idéologie absurde et dangereuse qu'on appelle l'afrocentrisme. Et là, je me suis retrouvé dans un terrier de lapin hallucinant et franchement inquiétant. Cette vidéo a donc pour but de faire la lumière sur les dérives de l'idéologie afrocentriste, et elle prendra la forme d'un iceberg. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va s'intéresser à la partie émergée, à ce que tout le monde connaît, les choses qu'on peut montrer sans problème, et qui donnent même parfois une assez bonne image de l'afrocentrisme. Et puis, on va plonger de plus en plus profondément, jusqu'à se diriger vers la face cachée de l'afrocentrisme, et voir ses aspects les plus sombres. Et vous allez voir que si certaines de ces théories peuvent prêter à rire, leurs conséquences, elles, sont très loin de donner envie de rire. Alors si vous êtes prêts à glisser doucement vers les abîmes de l'afrocentrisme, suivez-moi dans ce 6e épisode des mots d'investigation. I think that black people are superior. We are superior. Everything that we do, we dominate it. We have invented everything. For what I see, y'all, devils. Y'all are parasites. We, eternal people, are superior. We are cutting the throat of whiteness. It's Ghana. I hate white people. Racist, yeah. Against who? White people. I don't like y'all. The reason why you're in the street, these streets will prove. What was that about? People inferior. It's okay to be white. No, that's not okay. It's terrible to be white. People are inferior species to us. We have to take white people off of the face of the planet. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. Avant de commencer, sachez que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par IdeoShock, une plateforme incontournable pour tous ceux qui souhaitent se former rapidement et efficacement sur les grandes idées qui façonnent notre monde. Histoire, géographie, politique, IdeoShock propose chaque semaine des podcasts résumant un livre essentiel condensé en 25 minutes maximum, permettant ainsi d'en saisir l'idée centrale avec clarté et objectivité dans un quotidien de plus en plus chargé où le temps manque pour lire. IdeoShock offre une solution accessible et structuré. Si vous souhaitez redécouvrir des classiques comme Nietzsche et sa généalogie de la morale, ou bien découvrir les thèses d'auteurs actuels comme David Engels ou Jordan Peterson, IdeoShock vous accompagne dans cette démarche intellectuelle en vous apportant les clés pour argumenter avec précision et profondeur. Plus d'une centaine de titres sont disponibles et le catalogue s'enrichit chaque semaine. En plus, maintenant, vous avez la possibilité de payer tous les mois. Alors n'hésitez pas à essayer IdeoShock, qui vient tout juste de refaire intégralement son site et qui est maintenant beaucoup plus fluide et plus efficace qu'avant. Et avec le code MODIN, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur votre abonnement. Alors encore merci à IdeoShock d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le premier étage de cet iceberg sera donc le ciel. Autrement dit, on va pas rentrer tout de suite dans l'iceberg, parce qu'avant de s'y plonger plus profondément, il va falloir qu'on définisse 2 ou 3 petites choses. Donc cette partie, elle va être un peu théorique. Mais enfin, je vous rassure, il n'y a rien d'insurmontable. Et donc, dans un premier temps, il faut qu'on parle de l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est le fait de juger les autres cultures en prenant comme point de référence sa propre culture. Ce qui est en fait tout à fait normal. C'est un biais universel. Tout le monde est ethnocentriste. Le problème, c'est que ça implique aussi de placer sa propre culture au-dessus de celle des autres. Si vous montrez un film américain à un Chinois, par exemple, il le jugera selon ses codes, ses habitudes, ses valeurs, ses références, etc. Et c'est pareil pour l'Américain qui regarde un film chinois. Il y a des trucs qu'il va trouver bizarres. Et c'est pas très grave. Seulement voilà, quand on parle de science, donc une discipline qui vise l'objectivité, la recherche de la vérité, eh ben on préfère éviter ce genre de biais. Et la science qui a le plus fait les frais de l'ethnocentrisme, c'est sans aucun doute l'histoire. Et là, on en arrive à l'eurocentrisme. Pendant très longtemps, les historiens occidentaux ont vu l'Europe comme le centre du monde, et ils ont jugé le reste du monde selon leurs propres valeurs. C'est ça,
l'eurocentrisme. Et ça a largement contribué à créer un sentiment de supériorité chez les Européens qui a notamment servi à justifier le colonialisme et l'impérialisme. Parce que les Européens, à cette époque, ils étaient à la pointe du progrès technique, scientifique et même social. Et ils considéraient que c'était ces critères-là qui définissaient le niveau d'avancement d'une civilisation. Sans se dire que d'autres civilisations pouvaient avoir d'autres critères comme la spiritualité, la connaissance de la nature, la cohésion communautaire, le respect des traditions, etc. Et aujourd'hui, on reconnaît sans problème que l'eurocentrisme était une erreur, que ce soit scientifiquement ou moralement. Mais c'était pas forcément un phénomène conscient. D'ailleurs, on a mis super longtemps à mettre un mot sur ce phénomène. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, l'ethnocentrisme, ça a été théorisé en 1906 et l'eurocentrisme seulement dans les années 70. Une fois qu'on a eu du recul sur certains événements comme la colonisation, la Seconde Guerre mondiale, etc. Et depuis, en toute logique, les historiens cherchent à éviter ce biais ethnocentrique. Pourtant, dans les années 80, certains historiens vont choisir de s'y vautrer allègrement dans ce biais ethnocentrique. Et ces historiens-là, ils ne sont pas à la recherche de la vérité, mais bien d'une vengeance. Et le courant auquel ils appartiennent, il s'appelle, vous l'aurez deviné, l'afrocentrisme. L'idée, c'était les Européens ont écrit l'histoire de l'Afrique avec des biais. Nous voulons réécrire cette histoire nous-mêmes du point de vue africain. Mais surtout, les Européens se sont crus supérieurs grâce à ce biais ethnocentrique. Nous voulons la même chose. Bref, dès le départ, l'afrocentrisme, c'était une énorme connerie. Et donc, sans aucune surprise, si l'eurocentrisme a mené au suprémacisme blanc, l'afrocentrisme, lui, mène au suprémacisme noir. Même cause, même conséquence. Pourtant, beaucoup continuent à défendre cette démarche en disant que le but, c'est justement de rééquilibrer la balance, de réparer les erreurs de l'eurocentrisme, comme si on allait réparer une erreur avec une autre erreur. Mais surtout, quand on fouille un peu, on se rend compte que la base de la pensée afrocentriste, ça consiste en gros à considérer que les Européens ont systématiquement manipulé l'histoire en effaçant toutes les contributions des Noirs. Et cette paranoïa, elle est vraiment à la base de tout ce qu'on va voir dans cet iceberg. Parce que, qu'on soit bien clair, le but de l'afrocentrisme, c'est d'instrumentaliser l'histoire à des fins politiques et identitaires. D'ailleurs, tous les historiens qui se disent afrocentristes sont des militants politiques. Ils ne font pas de l'histoire, mais de la propagande. Et les thèses de ces pseudo-historiens, elles se sont massivement diffusées dans un mouvement qu'on appelle le panafricanisme. Un mouvement qui, à la base, promeut la solidarité et l'unité des peuples africains. Et en soi, c'est loin d'être une mauvaise chose. Le problème, il vient surtout du fantasme de l'unité des Africains. Comme s'il n'y avait qu'un seul peuple noir. Or, il n'y a pas un peuple noir, mais des peuples noirs. Et qui sont loin, très loin, d'être unis. Mais ce que les afrocentristes vont fournir au mouvement panafricain, c'est justement ça, le mythe d'un socle civilisationnel commun. Mais ça, on le verra plus tard. Le truc, c'est que de nombreux militants panafricains, plutôt que d'affronter certaines réalités comme le tribalisme et les tensions ethniques, vont préférer tout miser sur la dénonciation d'un ennemi commun, l'Occident, ou pour le dire de manière plus claire, l'homme blanc. Voilà donc pour cette première partie, effectivement un peu théorique, mais ça me semblait indispensable de vous donner ces explications avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Mais enfin, ça y est, nous allons enfin pouvoir passer à la première vraie partie de cet iceberg. La partie émergée. Ce qu'on va voir ici, ce sont des choses qui ne sont pas du tout cachées et qui pourtant participent à la diffusion d'idées extrêmement dangereuses. Parfois même, vous allez le voir, ce sont des choses que tout le monde connaît, mais sans forcément les rattacher à l'idéologie afrocentriste. Et le premier élément dont j'aimerais vous parler, c'est Maître Gims. Tout le monde a déjà vu cet extrait. L'Afrique, c'est Wakanda. Bon. C'est le futur normalement chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. Un discours qu'on a du mal à prendre au sérieux et qui a plutôt tendance à faire rire plutôt qu'autre chose. Pourtant, ce discours, il dissimule beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre tout en haut.
de cet iceberg. Ce que nous dit Maître Gims, c'est que la civilisation égyptienne aurait été une civilisation noire pleine de technologies oubliées et que le tout aurait été volontairement dissimulé par les historiens blancs. Cet extrait de Maître Gims, c'est une synthèse des théories afrocentristes et elle a été débunkée dans tous les sens par énormément de monde. Le truc, c'est que dans la tête des afrocentristes les plus radicaux, quand un historien blanc débunk les conneries de Maître Gims, ça fait toujours partie du complot. Les historiens connaissent la vérité, mais ils se sont mis d'accord pour la dissimuler. Une vérité qui implique la supériorité du peuple noir. Mais Maître Gims est loin d'être le seul à propager des thèses afrocentristes, ce qui nous mène tout droit à notre deuxième point, le rap. Beaucoup de rappeurs américains propagent des théories afrocentristes. En fait, c'est même un sujet d'étude assez récurrent chez les universitaires noirs américains, comme dans cet article de 2002, les manifestations de l'afrocentricité dans la musique rap. Ah oui, d'ailleurs, certains essayent de dire qu'il y aurait une énorme différence entre les termes afrocentricité et afrocentrisme. En réalité, c'est la même chose. D'ailleurs, dans la pratique, les deux termes sont utilisés de manière interchangeable. L'idée, dans les deux cas, c'est de mettre l'Afrique au centre de tout. Le magazine Hot New Hip Hop, dans le cadre du Black History Month aux USA, a même fait un top 10 des albums les plus afrocentriques. C'est vous dire si la chose est assumée et revendiquée. Et en France aussi, vu que les rappeurs copient les textes, les attitudes et même le style des rappeurs américains, comme si les États-Unis et la France avaient la même histoire. Et donc beaucoup de rappeurs s'inventent des ancêtres esclaves et jouent beaucoup la carte de la haine de l'Occident. D'ailleurs, j'aimerais vous parler d'un autre truc. Le projet 1619. Un projet initié par le New York Times qui cherche à déformer l'histoire américaine, faisant de l'esclavage l'origine des États-Unis d'Amérique, en minimisant totalement tous les autres éléments de l'histoire américaine. Alors évidemment, ces interprétations ont été totalement contestées par les experts, parce que c'est une vision sans nuance et extrêmement réductrice. Bref, c'est un pur travail de propagande, mais qui a quand même eu un impact énorme et qui est toujours utilisé comme une référence par de nombreux militants. Mais surtout, si j'en parle, c'est pour que vous compreniez bien une chose. L'idéologie afrocentriste ne vient pas que de militants noirs. Elle est aussi très largement portée par les différentes gauches et extrêmes gauches occidentales. Et d'ailleurs, une des manifestations les plus évidentes de ça, c'est le blackwashing. Une pratique qui consiste à modifier l'ethnie d'un personnage, en général en remplaçant les personnages blancs par des noirs, dans le but avoué de promouvoir l'inclusion et la diversité, quitte à parfois dénaturer, trahir, voire créer des incohérences avec l'œuvre originale. Ça peut être des personnages de mythe ou de fiction, comme dans La Petite Sirène de Disney, Achille dans la série Netflix sur 3, un chevalier de la table ronde remplacé par un acteur noir dans la série Legend of the Sword, ou encore des Trois Mousquetaires dans Toutes pour une, un film subventionné à hauteur de plusieurs millions d'euros qui a fait un bid monumental. Mais le blackwashing concerne aussi des figures historiques comme Anne Boleyn dans la série Netflix du même nom, Cléopâtre, jouée par Jada Pinkett Smith, ou encore Éléanore d'Aquitaine. Et pour rester dans le domaine artistique, on pourrait aussi parler de l'afrofuturisme. Ce terme, il a été utilisé pour la première fois au début des années 90 par un certain Mark Derry dans son essai Black to the Future. Et Mark Derry, c'est lui. L'idée, c'est globalement de mélanger différentes esthétiques issues de culture noire à de la science-fiction. C'est un courant qui s'exprime aussi bien en littérature qu'en musique, en art plastique, en cinéma ou même en mode. Ce qui revient le plus souvent, c'est la vision d'un passé alternatif, où les Noirs occuperaient une place centrale et où l'Afrique serait extrêmement riche et puissante. Le terme a d'ailleurs été popularisé en 2018, suite à la sortie des films Black Panther de chez Marvel, des films qui se déroulent au Wakanda, une nation africaine fictive très avancée technologiquement. Et le Wakanda, il a été imaginé par un certain Stan Lee, c'est lui, et le dessinateur Jack Kirby, c'est lui. Pourtant, le Wakanda, c'est devenu pour certains un véritable symbole identitaire. Le 21 mars 2018, Rokhaya Diallo dira d'ailleurs lors d'un discours aux Nations Unies sur la liberté d'expression des minorités, ceci. Je vous avoue que j'ai même le sentiment de participer à l'assemblée constituante du Wakanda, c'est tellement merveilleux. Le Wakanda, c'est vraiment la représentation du fantasme de ce que l'Afrique serait devenue si elle n'avait pas été colonisée. Et avant de descendre plus bas dans cet iceberg, sous la surface donc, j'aimerais vous parler des Black Studies.
Né dans les années 1960, dans le contexte des mouvements pour les droits civiques, c'est un champ universitaire qui se concentre sur l'histoire, la culture et les contributions des Noirs dans l'histoire. Le but de ces studies est officiellement de promouvoir la justice sociale et valoriser la voix des personnes noires. Et encore une fois, on peut se poser la question ici de savoir si la démarche est scientifique ou politique. Alors, juste une précision ici, les Black Studies ne sont pas forcément afrocentristes, mais ça reste un des lieux privilégiés pour la diffusion de ces théories, comme on le verra plus loin dans cet iceberg. Science Must Fall. L'extrait que je vais vous passer, vous l'avez forcément déjà vu. C'est un extrait qui a 8 ans et qui vient de la chaîne YouTube d'une université d'Afrique du Sud. Et pour beaucoup, ça a été un énorme choc. Science as a whole is a product of Western modernity and the whole thing should be scratched off, especially in Africa. So if you want practical solutions to how to decolonize science, we'd have to restart science from, I don't know, an African perspective, from our perspective of how we've experienced science. For instance, I had a question for all the science people is, there's a place in KZN, in Mkabialingana, and they believe that through the magic, the black magic, you are able to send a lightning to strike someone. So can you explain that scientifically? Because it is something that happens Cet extrait-là, c'est la représentation même des dérives de l'afrocentrisme. L'afrocentrisme part toujours de la même paranoïa. Si les Blancs l'ont inventé, il ne faut pas faire confiance. Donc si les Blancs ont inventé la science, alors la science est un mensonge. Bref, ce premier étage, il avait surtout pour but de vous montrer à quel point les idées qu'on va voir dans cet iceberg sont propagées massivement à travers les médias, la culture, les universités, etc. Mais il est temps de descendre un petit peu plus profondément. Alors, bienvenue dans les eaux claires. Dans cette partie, on va commencer à parler d'éléments un peu moins visibles, ou disons, de choses qui ne seront connues que par ceux qui ont fait un minimum de recherche sur le sujet. À commencer par la théorie des cartes du monde déformées. Et ça, c'est peut-être une de mes théories préférées. C'est l'idée selon laquelle les cartes du monde auraient été délibérément déformées par les colonisateurs pour minimiser la taille du continent africain et cacher son importance géopolitique. Alors si vous pensez que j'exagère, regardez cette vidéo d'un compte TikTok du nom de Culture Dorée. Tu dois comprendre que la carte du monde à laquelle tu es exposé depuis ta tendre enfance n'est qu'un énième outil colonial qui nourrit la suprématie blanche et bien sûr le white saviorism dans ta tête. Or, évidemment, cette distorsion, elle est due au fait qu'une carte, c'est la représentation en 2D d'une sphère, donc d'un objet en 3D. C'est ce qu'on appelle la projection de Mercator. Mais pour certains militants, tout doit passer par le filtre de la pensée décoloniale. Une pensée paranoïaque qui fait d'à peu près tout et n'importe quoi des outils de la suprématie blanche. Regardez cette carte. Elle permet de voir les différents pays à taille réelle. Mais la vérité, c'est que vu comme ça, c'est encore pire. Comment de tout petits pays européens ont pu coloniser un continent à ce point plus grand que l'Europe, et ce, en seulement 2 décennies. Le truc, c'est que si les Européens avaient utilisé des cartes comme celle-ci, plutôt que la projection de Mercator, les militants décoloniaux auraient pu inventer des théories pour dire qu'ils ont fait exprès de se représenter si petits sur la carte pour montrer à quel point ils sont capables de dominer des continents gigantesques. Et donc, que ce choix aurait été fait pour humilier l'Afrique. Et ça me donne justement envie de vous parler d'un autre sujet. Le colloque du Caire de 1974 de l'UNESCO. Et là, je vais vous faire une petite prédiction. Il y aura, sous cette vidéo, des commentaires qui diront des choses comme « Comme par hasard, il n'a pas parlé du colloque du Caire de 1974 de l'UNESCO ». Ce commentaire, c'est quasiment un slogan chez les afrocentristes. Et vous le trouverez sous toutes les vidéos ou les articles qui critiquent l'afrocentrisme. Et ce, même quand ces vidéos parlent de ce colloque. Alors, ce colloque de l'UNESCO de 1974, qu'est-ce que c'était exactement? Eh bien, c'était un colloque qui s'inscrivait dans le cadre de la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique. Et il s'est déroulé autour des thèses d'un certain Théophile Obenga et surtout de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est donc un historien, un anthropologue, un physicien et un homme politique sénégalais. Donc, il était à peu près tout, sauf égyptologue. Et ça, c'est quand même assez important de le noter. Et pourtant, sa grande thèse, c'est de dire que l'Égypte était une civilisation noire. Et tout est là. Ça, c'est vraiment le centre de toute
les théories afrocentristes. C'est la base de tout le reste. Enfin, ça et le fait que les historiens blancs auraient comploté en secret pour falsifier l'histoire et dissimuler cette vérité. Ce qui fait que du coup, toute l'histoire est à réécrire. Et cette thèse de Cheikh Anta Diop, elle va avoir un écho monumental. Parce que pour beaucoup de Noirs, s'imaginer venir d'une civilisation aussi prestigieuse que la civilisation égyptienne, ça va vraiment leur procurer un immense sentiment de fierté. Mais ça va aussi démultiplier leur rancœur envers le monde blanc qui leur aurait tout volé. Et c'est là qu'on se rend compte que la démarche de Cheikh Anta Diop, elle n'était pas tant scientifique que politique. Ce que Cheikh Anta Diop a cherché à prouver, c'est littéralement la supériorité des Noirs. Selon lui, le monde entier devrait absolument tout aux Noirs. Mais le problème, c'est que la recherche a beaucoup avancé. Et depuis, les thèses de Cheikh Anta Diop ont été réduites en miettes. Ce colloque, il a plus de 50 ans. Or, depuis, grâce aux recherches sur l'ADN et le génome, on a pu démontrer que ces théories étaient tout simplement fausses. Les classes les plus élevées chez les Égyptiens étaient bien plus proches des moyens orientaux que des subsahariens. Et s'il y avait bien des Noirs en Égypte, affirmer que c'était une civilisation noire, c'est littéralement faux. Et pourtant, toute une idéologie s'est fondée sur ce mensonge. Mais dans les faits, plus aucun universitaire ne prend les travaux de Cheikh Anta Diop au sérieux. Et pourtant, de nombreux militants afrocentristes continuent de clamer que le rapport du colloque de l'UNESCO de 1974 est une preuve irréfutable. Pourtant, s'ils avaient réellement consulté ce rapport, ils auraient pu constater que tout ce qu'il dit, c'est qu'en l'état actuel des choses, en 1974, il était littéralement impossible de confirmer les affirmations de Cheikh Anta Diop. Donc, concrètement, la seule preuve des afrocentristes pour dire que l'Égypte était une civilisation noire, c'est ce document qui dit littéralement qu'il était impossible de valider cette hypothèse. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue. D'ailleurs, un des passages préférés des afrocentristes pour prouver que Cheikh Anta Diop avait raison se trouve à la page 802 du rapport. Le professeur Leclan insiste tout d'abord sur le caractère africain de la civilisation égyptienne. Et là, vous vous dites, ah oui, effectivement, ce professeur Leclan a bel et bien donné raison à Diop. Sauf que la citation est tronquée. Mais il convient de bien distinguer, comme l'a fait le professeur Vercouter, race et culture. Bref, vous l'aurez compris, les théories de Cheikh Anta Diop sont totalement foireuses et pourtant, elles vont avoir une influence phénoménale. Et notamment sur l'apparition d'une nouvelle religion dans les années 70, le kémitisme. Le kémitisme, c'est à la fois un mouvement identitaire et une religion néo-païenne, une sorte de revival d'une religion égyptienne largement fantasmée, dont le symbole est la croix en C. Donc maintenant, quand vous verrez ce symbole, vous saurez ce que ça représente. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est extrêmement confus. C'est une pseudo-religion qui semble piocher un peu partout dans les religions monothéistes, la religion égyptienne, le vaudou et différents paganismes, en plus des religions traditionnelles africaines. C'est vraiment un énorme fourre-tout. Il y a des kémites chrétiens, des kémites musulmans, mais il y a aussi toute une branche du kémitisme qui cherche à rejeter l'influence de l'islam et du christianisme parce qu'ils considèrent que ces religions ont été importées sur le continent africain. Or, ce qu'ils recherchent avec le kémitisme, c'est justement quelque chose de purement africain, de souche africaine. Une religion qui pourrait unir les Noirs et n'appartenir qu'à eux. Le kémitisme, c'est l'application concrète des théories de Cheikh Anta Diop. En fait, selon un certain Kémi Séba, kémitisme et afrocentrisme, c'est littéralement la même chose. Quittant la Nation of Islam, je me suis passionné pour la philosophie de ce que l'on appelle l'afrocentricité. Le kémitisme, certains appellent ça, pour ceux qui maîtrisent pas trop, mais en réalité c'est l'afrocentricité, tel que promu par M. Karanga ou Molefi Keita Santé, surtout Cheikh Anta Diop. Kémi Séba. Né le 9 décembre 1981 à Strasbourg, c'est un militant panafricain qui se présente comme le défenseur du peuple noir et qui se revendique de la pensée afrocentriste. Il se dit en lutte contre l'élite occidentale, mais pas contre le peuple. Que ce soit sur le continent africain ou au sein de la diaspora, Kémi Séba, c'est véritablement une star. Il faut savoir qu'il a été incarcéré plusieurs fois, notamment pour incitation à la haine raciale, et qu'il a même été déchu de sa nationalité française. Certains médias lui ont même collé l'étiquette de suprémaciste noir. Et si je dois dire que pendant très longtemps j'ai trouvé cette appellation plutôt exagérée, je dois bien vous avouer qu'au cours de cette enquête, je me suis rendu compte de deux choses à propos de Kémi Séba. Déjà, qu'il a une grosse tendance à adapter son discours en fonction du public auquel il s'adresse, au point que certains lui reprochent de ne pas toujours être très honnête, et d'être surtout un stratège. Faut savoir par exemple qu'il s'est longtemps revendiqué de l'islam, notamment à travers l'organisation de la Nation of Islam. Et ça, on y reviendra.
Mais par la suite, il s'est mis à parler de plus en plus de kémitisme, jusqu'à, il y a quelques mois, tenir ses propos lors d'un discours. Religieuses, musulmanes, d'autres étaient des évangélistes, etc. Et nous avons décidé de parler un temps leur langage. Parce qu'on dit que si vous voulez convaincre quelqu'un, il faut être capable de parler son langage pour le toucher. Si vous le stigmatisez en le traitant d'aliéné, il ne vous écoutera jamais. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Et lorsqu'on a été capable de devenir suffisamment audit auprès du peuple et de la rue, nous avons fait ce que nous avions depuis le départ prévu, c'est-à-dire que nous avons décidé de revenir à la source originelle de nous-mêmes, qui est le vaudou en tant que tel. Et ça a beaucoup choqué la communauté musulmane, qui s'est sentie trahie. Le gars nous dit clairement qu'il s'est fait passer pour musulman pendant des années pour amener des gens à sa cause, le vaudouisme. Il se moque de notre créateur en fait. Mais c'est bien, parce que chaque jour, on ouvre un peu plus les yeux. Et l'autre chose qui m'a fait changer d'avis sur Kémy Séba, c'est quand je me suis renseigné sur les auteurs qu'il cite comme ses références. Et ça, on y reviendra un peu plus tard dans cet iceberg. En attendant, j'aimerais vous parler un peu plus en détail de la Nation of Islam. Et pour ça, il va nous falloir descendre un étage de plus de cet iceberg et commencer à pénétrer dans les eaux troubles. Et là, ça va vraiment commencer à partir en couille. Parce que pour l'instant, on a vu ce qui était montrable. Là, on en est au point de bascule. On va commencer à comprendre pourquoi c'est une absurdité totale et que c'est une idéologie qui mène parfois aux portes de la folie. Et pour ça, j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire de la Nation of Islam. Le 4 juillet 1930, un marchand de soie itinérant du nom de Wallace Fard arrive dans le ghetto de Détroit, une ville en crise, rongée par la violence et la pauvreté. Il frappe aux portes, parle aux foules et répète à qui veut l'entendre qu'il revient d'un voyage à la Mecque. Ce qu'il rapporte de son voyage, c'est une vérité oubliée. Les Noirs seraient les descendants d'une grande civilisation et ils trouveront leur salut dans l'islam. Mais pas dans l'islam des mosquées, non, dans un islam taillé sur mesure pour eux. En 1931 naît donc la Nation of Islam et un temple est ouvert à Détroit. Wallace Fard y prêche. Il raconte à qui veut l'entendre qu'il y a environ 6000 ans, le monde était dirigé par 24 scientifiques noirs. Cependant, un de ces scientifiques finit par se rebeller. Il s'appelait Yacoub et il décida de créer une autre race d'êtres humains, la race blanche. Et aussi absurde que cela puisse paraître, les gens écoutent Wallace Fard comme hypnotisés. Si certains disent de lui que c'est un escroc, d'autres pensent réellement que c'est un prophète. Beaucoup sont charmés par son discours, parce qu'il ne se contente pas de leur raconter des histoires, il les charge aussi d'une mission. Les Noirs doivent créer une nation islamique au sein de l'Amérique blanche. Et puis, en 1933, sans qu'on ne sache trop pourquoi, Wallace Fard se fera emprisonner avant de disparaître totalement en 1934. La Nation of Islam n'avait alors plus de leader et c'est alors qu'émergea Elijah Poole, qui venait de quitter la Géorgie pour échapper au racisme du Sud. Il avait rencontré Wallace Fard peu de temps après son arrivée et ce dernier lui confia un secret. Il était en réalité Allah lui-même et Elijah Poole, lui, serait son prophète. Wallace Fard fait alors d'Elijah Poole le nouveau messager de Dieu sur terre et il le rebaptisa alors Elijah Muhammad. Elijah Muhammad se mit alors à prêcher jusqu'à 18 heures par jour. On dit de lui qu'il ne prenait qu'un seul repas dans sa journée. Il prêchait partout, et notamment dans les quartiers les plus défavorisés de la ville de Chicago, attirant les Noirs avec un message qui mêlait fierté raciale, haine du diable blanc et nécessité de l'autosuffisance économique. La Nation of Islam grandit, et elle commence alors à inquiéter le FBI, qui se met à les surveiller de près. Très rapidement, il procède à quelques arrestations, mais pendant des années, Elijah Muhammad tient bon. Il opère depuis une ancienne clinique vétérinaire. À ce moment-là, la Nation of Islam ne comptait qu'une poignée de temples et quelques centaines de membres, jusqu'à ce qu'un certain Malcolm X ne décide de la rejoindre. On est alors en 1952. Malcolm X est charismatique et il devient rapidement un nouveau leader de la Nation of Islam. Grâce à ses discours enflammés, il attirera à lui tout seul des milliers de nouveaux membres. Ce qui séduit, c'est son message qui prône la fierté raciale et l'idée qu'ils n'ont pas besoin des faveurs de l'Amérique blanche. Mais avec le temps, Malcolm X se met à douter. Des rumeurs circulent. Elijah Muhammad ne serait pas si pur qu'il le prétend. Il se met alors à enquêter et découvre rapidement que ces rumeurs sont parfaitement fondées. Vie dissolue, hypocrisie, contradiction morale. Tout ça finit par dégoûter Malcolm X de la Nation of Islam, qu'il quittera en 1964. Un an plus tard,
Malcolm X est retrouvé assassiné. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il a été tué par des membres de la Nation of Islam. En 1975, c'est Elijah Muhammad qui meurt. Son fils, Wahid Mohammed, prend le relais et il va procéder à des changements radicaux. Fini la séparation raciale, retour à un islam plus orthodoxe. Certains le suivent. D'autres refusent et choisissent de se placer derrière Louis Farrakhan, qui va relancer la Nation of Islam à l'ancienne. Aujourd'hui, la Nation of Islam existe toujours, moins puissante, mais toujours là. Voilà donc pour l'histoire de la Nation of Islam, ou du moins ce qu'on en sait. Parce qu'aujourd'hui encore, elle est entourée de pas mal de mystères. Qui était réellement Wallace Fard? Qui a tué Malcolm X? Et surtout, comment on peut croire à cette histoire de Yacoub? D'ailleurs, j'ai envie de vous la raconter avec un peu plus de détails. L'histoire de Yacoub. Il y a 6600 ans, Yacoub, un scientifique respecté, marche dans les rues poussiéreuses de la Mecque. À 18 ans, il a déjà tout appris, mais les règles qu'on lui impose l'étouffent. Il veut créer quelque chose de nouveau. Et il a en tête une idée bien précise, une idée dangereuse. Il croit qu'il peut créer une nouvelle race. Il en parle à voix basse, dans l'ombre, à ceux qui l'écoutent. Ses mots attirent les curieux, mais aussi les regards méfiants. Les autorités de la Mecque le surveillent. Elles n'aiment pas ses idées. Plus le temps passe, plus elles sentent que Yacoub pourrait causer des dégâts irréparables. Un soir, des gardes frappent à sa porte. Lui et ses 59 999 partisans sont condamnés à l'exil sur une île isolée du nom de Patmos. Mais Yacoub est satisfait de cette décision, car il va enfin pouvoir réaliser son expérience. Il réunit alors ses fidèles et déclare « Nous allons créer une nouvelle race pour dominer le monde. » Ses disciples hochent la tête, fascinés. C'est alors qu'il débute sa terrible expérience qu'il a nommée le greffage. Il fait se reproduire entre eux uniquement ses adeptes à la peau la plus claire. Les bébés à la peau trop foncée, eux, sont systématiquement éliminés. Et le processus sera répété pendant 600 ans. 600 ans au bout desquels naîtra une nouvelle race, les Blancs. Yacoub, lui, était mort depuis déjà longtemps, à l'âge d'environ 150 ans. Mais ses créations, elles, survécurent et quittèrent l'île de Patmos. Elles arrivèrent alors à la Mecque et semèrent le trouble partout. Les habitants, choqués, les chassèrent violemment. Ils s'exilèrent alors en Europe, où ils vécurent comme des sauvages, dans des grottes, nus et sans loi. Selon sa prophétie, ils étaient destinés à régner sur le monde et à semer le chaos pendant 6000 ans. Mais aujourd'hui, le règne des Blancs est sur le point de s'achever. Voilà, c'était donc l'histoire de Yacoub, le créateur de la race blanche. Et cette histoire, elle est vraiment au cœur de la croyance de la Nation of Islam. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un mème. We was Kangs. We was Kangs, c'est un mème né sur 4chan en 2015 et qui a atteint son pic de popularité avec la sortie du film Black Panther, dont on a parlé plus tôt. Et l'idée, c'est de se moquer de cette tendance qu'ont certains très influencés par les thèses afrocentristes à déclarer que leurs ancêtres étaient les rois de ceci ou de cela. Parce qu'il faut bien comprendre que les théories afrocentristes de Cheikh Anta Diop et de bien d'autres ont ouvert la voie à tous les fantasmes les plus fous. Une réécriture totale de l'histoire, avec toujours en fond cette paranoïa. Les Blancs auraient volontairement caché la vérité par crainte de la supériorité des Noirs. Le terme « We was Kangs », c'est une déformation de « We was Kings », qu'on pourrait traduire par « Nous étaient rois ». Et c'est orthographié de manière à se moquer de l'accent et de la grammaire des Afro-Américains. Selon l'Anti-Defamation League, ce mème est considéré comme une insulte raciste. Pourtant, ce qu'il décrit, c'est une tendance réelle. Bon alors, vous l'avez compris, tout part de la théorie selon laquelle l'Égypte aurait été une civilisation noire et que cette civilisation serait la base de toutes les autres. En clair, les subsahariens seraient les fondateurs de la civilisation elle-même. Et donc, on leur devrait absolument tout. Malheureusement, les Blancs ont falsifié l'histoire pour cacher la vérité aux Noirs. Et cette idée-là, elle va mener à des théories toutes plus hallucinantes les unes que les autres. À commencer par une théorie selon laquelle les nez des statues égyptiennes auraient été volontairement détruits pour dissimuler l'origine subsaharienne des pharaons. Ce qui n'a strictement aucun sens puisqu'il arrive exactement la même chose aux statues partout dans le monde. Et surtout, de très nombreuses statues ont aussi conservé leur nez. Mais enfin bref, à force, le coup du « les pharaons étaient noirs », vous connaissez. Mais il y a aussi des théories un peu moins connues, comme Louis XIV était noir, mais également In this video, I'm going to show you guys proof
that Napoleon Bonaparte, that man that we always see in movies and images being depicted as a white guy, was actually a black man. William Shakespeare, ce célèbre dramaturge, poète et acteur anglais du XVIe siècle, était lui aussi un homme noir. On a tous déjà vu son plus célèbre portrait, n'est-ce pas? Eh bien, il ne s'agit même pas de Shakespeare, mais d'un de ses contemporains poètes, Thomas Overbury, révèle finalement les experts, lesquels ont retrouvé une statue de Shakespeare qui, après leurs analyses, prouve qu'elle a été faite durant son vivant. Passons à Abraham Lincoln, président des États-Unis à 2 reprises, connu comme ceci et pourtant lui aussi était noir. Abraham Lincoln lui-même affirme sa couleur de peau dans son autobiographie page 36. Si une description personnelle de moi est jugée souhaitable, on peut dire que je mesure 1m93, presque maigre. Je pèse en moyenne 80 kg. J'ai la peau foncée, les cheveux noirs crépus et les yeux gris. Charles le Téméraire, 4e et dernier duc de Bourgogne, lui aussi présenté comme ceci, était en réalité un homme noir. Jeanne d'Arc, cette héroïne nationale, était aussi une femme noire. Beethoven, le célèbre compositeur, était lui aussi un homme noir. En fait, les Européens étaient noirs. Les Noirs ont fondé la civilisation romaine, ils ont aussi découvert l'Amérique, et ils sont aussi allés au Japon, en Chine. En fait, ils ont conquis l'Asie. D'ailleurs, les Chinois étaient noirs. Ils ont aussi créé le bouddhisme, les arts martiaux asiatiques, et les Moai de l'île de Pâques représenteraient des ancêtres africains. Les mythes grecs sont aussi des plagiats des contes africains. D'ailleurs, Méduse était noire, parce que ce qu'elle avait dans les cheveux, ce n'était pas des serpents, mais bien des dreadlocks. Ah oui, et Stonehenge aussi a été construit par des noirs. Stonehenge existait déjà avant l'arrivée des Blancs en Europe. Ce qui montre bien qu'il y a cette habitude de mentir, en tout cas au niveau de l'historiographie occidentale. Et le gars que vous voyez ici, c'est un certain Omotunde. Et il faut savoir qu'il est considéré comme une sommité par les afrocentristes. Bref, je pourrais vous énumérer des théories toutes plus foireuses les unes que les autres pendant des heures et des heures, mais bon, au bout d'un moment, vous avez compris l'idée. Et dans la suite logique du même We Was Kings, on trouve aussi une autre théorie très en vogue chez les afrocentristes. Les Noirs ont tout inventé. Alors vous pensez peut-être que j'exagère avec ce titre, et pourtant c'est littéralement le titre d'un livre sorti en 2020. Et l'idée selon laquelle les Noirs ont tout inventé, elle est de plus en plus répandue. Peut-être même que vous êtes déjà tombé sur des mèmes comme celui-ci. Chers Blancs, oui, nous retournerons en Afrique et nous emporterons toutes nos inventions avec nous. Alors, à première vue, on pourrait prendre tout ça à la rigolade. Sauf qu'on parle de gens qui sont persuadés que non seulement leur peuple a tout inventé, mais surtout que d'autres se sont attribués le mérite de ces inventions. Et ça, à terme, ça ne mène qu'à une seule chose, la rancune. Et cette rancune, elle mène parfois aux pires actes de violence, comme on le verra plus tard. Alors, pour illustrer ça, j'aimerais vous parler d'une autre vidéo de la chaîne TikTok Culture Dorée qui a posté il y a quelques années une vidéo qui a beaucoup fait réagir à l'époque. Une journée sans les inventions noires. Une journée sans les inventions noires. Je me réveille à 7 h tranquillement. J'ai envie d'allumer la lumière, mais mince, ça n'existe pas. Petit coup de froid, je veux prendre le chauffage, mais bien évidemment ça n'existe pas. Donc je me prépare, je prends ma douche, je me brosse les dents tranquillement et je prépare mes vêtements que j'ai envie de repasser avec la table et avec le fer. Mais ça n'existe bien évidemment pas. Du coup, je ferme la porte de chez moi, je ne sais pas comment puisque la poignée n'existe pas, l'ascenseur n'existe pas, donc je décide d'y aller à pied. Bon, je vais pas débunker toute la vidéo, mais Nichols et Latimer n'ont pas inventé la lampe électrique. Ils ont apporté des améliorations dans la fabrication des filaments de carbone, ce qui est déjà très bien, mais ils n'ont pas inventé la lampe électrique. Ensuite, elle nous parle du chauffage à friction en nous montrant un chauffage électrique. Bref, cette vidéo n'a aucun sens, elle a déjà été débunkée dans tous les sens. Tout ou presque ce qui est dit dedans est faux. Et ça, c'est d'ailleurs le propre de ces théories. Elles ne peuvent survivre que dans des cercles fermés de personnes qui veulent y croire. Mais dès qu'on sort des sphères afrocentristes, aucune de ces théories ne résiste très longtemps à l'épreuve du réel. Et d'ailleurs, vous savez ce qu'il y a de pire dans cette histoire? C'est que même cette vidéo, une journée sans les inventions noires, ce n'est pas une invention noire. Cette vidéo, elle a été totalement plagiée sur celle d'une américaine du nom d'Ellie Sunman. Which can only last for 14 hours, so we've got to make the most of the day. I go downstairs to find that my home has been burgled. Ah, right. There's no such thing as a home security system. Oh, it's freezing. Et encore une fois, j'aurais pu passer la vidéo entière à énumérer ces pseudo-inventions. Mais ça n'aurait servi à rien, parce que globalement, tout aurait été inventé ou découvert par les Noirs. Dans un article du site afrocentriste Elimu, l'accélérateur de conscience noire, on apprend que l'électricité, les maths, la médecine, le discours, l'architecture, l'ingénierie, l'extraction de minerais, la métallurgie, les outils, la navigation, le droit, la religion, l'astronomie, la philosophie, le commerce international et même l'art, tout a été inventé par les Noirs. Et là, stop. Il faut que je vous avoue un truc. Quand j'ai commencé à faire cette vidéo, je me suis dit
que ça allait être marrant. Et honnêtement, oui, il y a des trucs qui sont marrants. Mais à force de fouiller, à force d'écouter tous ces discours insensés, j'ai fini par ne plus trouver ça marrant du tout. La vérité, c'est que tout ça, c'est triste. C'est profondément triste. Alors, je sais pas si ça trahit un sentiment d'infériorité ou un sentiment de supériorité. Toujours est-il que ces discours, ils sont souvent tenus avec beaucoup d'arrogance. Au départ, j'ai émis l'hypothèse qu'il y avait une forme de haine de soi dans certaines de ces communautés. Mais en fin de compte, je pense pas que ce soit vrai. Il y a au contraire un tel narcissisme. Ces gens pensent réellement être supérieurs, que ce soit moralement ou physiquement. Et ça renforce encore davantage leur rancune. Pourtant, malgré tout, je n'arrive pas à m'empêcher de trouver ça triste. Le discours du Parlement britannique de 1835. Bon, le mieux ici, c'est tout simplement que je vous lise un extrait de ce fameux discours de Lord Macaulay. J'ai voyagé à travers l'Afrique. Je n'ai pas vu de mendiants ni de voleurs. J'ai vu des personnes avec de hautes valeurs morales et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays à moins que nous ne brisions la colonne vertébrale de cette nation qui est sa spiritualité et son héritage culturel. Le truc avec ce discours, c'est qu'il est totalement faux. Il a été totalement inventé. Non seulement il n'y en a aucune trace nulle part, dans aucune archive, mais en plus, le jour où ce discours aurait été prononcé, Macaulay n'était pas présent au Parlement. Mais malgré toutes ces preuves, il est encore très massivement partagé sur Internet aujourd'hui. Plus encore, le président du Niger, Mamadou Issoufou, a non seulement cru à ce faux document, mais il l'a même cité dans un discours officiel. C'est vous dire si cette réécriture historique afrocentriste, qui va jusqu'à inventer de faux documents, va loin. Mais il faut bien comprendre ici que pour les dirigeants africains, prôner la haine de l'Occident, ça reste l'une des meilleures diversions qui soit pour éviter de parler de leurs propres faux pas. Bref, je pense que maintenant vous êtes prêts pour plonger encore plus profondément dans cet iceberg. Alors bienvenue dans les profondeurs. Ici, on va vraiment se retrouver au cœur de la folie et de la haine. Et on va commencer par la théorie de la mélanine. La mélanine, c'est un pigment naturel produit par des cellules de la peau, des cheveux et des yeux, et qui leur donne leur couleur et protège la peau contre les UV, et c'est tout. Et plutôt que de vous parler moi-même de ces théories de la mélanine, je vais plutôt laisser faire le docteur Laila Africa. Germany, Italy, France, the US, they meet every 3 to 5 years and have a melanin convention and discuss the latest research in melanin. They have never invited a black scientist to that meeting in history. So we have had our own melanin conferences where we discuss this information involving melanin. Melanin is commonly associated with the pigment that causes your skin to be brown. So we figure that that's what melanin is about. But it's a little more than just the pigment that makes your skin brown. It's what we call a chemical key to life. The more melanin you have, the more civilized you are. The more melanin you have, the more psychic you are. The more melanin you have, the more information your brain can store. The more melanin you have, the faster the nerve transmissions are. The more melanin you have, the more sound you absorb in your ear, so you hear the full range of sound. No other race can do that. The more melanin you have, the more color you can absorb in your eyes. That's why your eyes are brown. You actually see the full color. Et ce qui est incroyable ici, c'est que, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un public pour écouter ce discours. Mais est-ce qu'on est d'accord que ce qu'on vient d'entendre là, c'est littéralement une théorie raciste? Et raciste au sens premier du terme, à savoir une hiérarchisation des races. Et ça, c'est quand même particulièrement intéressant, parce que vous avez forcément déjà entendu des phrases comme « ce sont les blancs qui ont théorisé le racisme, donc seuls les blancs peuvent être racistes », ce qui est déjà un truc bizarre en soi. C'est comme si on disait « ce sont les blancs qui ont inventé le cinéma, donc seuls les blancs peuvent faire du cinéma ». Mais surtout, il faut bien avoir conscience que les noirs aussi ont inventé et inventent encore des théories racistes. Et pas mal d'entre elles se basent justement sur le taux de mélanine. Melanin absorbs light, EMF, and sound, then converts that into biological energy, which is basically taking all of those things and then turning it into fuel for the body. And scientists actually discovered that melanin can generate electric current from light with no wires. So like a melanated being standing out in the sun literally charges them up like a battery. It's found deep in the brain, in the parts of the brain where, you know, dealing with awareness and consciousness.
And so I'm just like thinking all of these things that are tied to melanin, and it just seems like this magical thing. Like even in Egypt, they thought of it as some magical black substance. And so I'm thinking maybe, you know, some other people had that awareness as well and knew about that. And that's why melanated beings were treated as such throughout history. They use these fetus and our melanin to sustain life. To regenerate their cells and stuff, a lot of stuff that are not, some of them I'm not meant to say. Bon, mais alors ces théories, elles viennent d'où? Eh bien, en grande partie de gens comme Leonard Jeffries, un politologue et ancien professeur de Black Studies. Souvenez-vous, je vous en ai parlé au tout début de cet iceberg. Les Black Studies, c'est vraiment le lieu privilégié pour la diffusion des thèses afrocentristes. Ce que dit en gros Leonard Jeffries, c'est que la mélanine serait la substance à l'origine même de la civilisation. Et comme les Blancs en sont quasiment dépourvus, il en a déduit qu'ils étaient forcément inférieurs. Mais on va surtout s'attarder sur le cas Frances Cress Welsing, une chercheuse régulièrement citée comme référence par un certain Kemi Seba. Frances Cress Welsing, c'est une psychiatre afro-américaine née en 1935 et morte en 2016 à Chicago, qui, au nom de l'antiracisme et de la lutte contre la suprématie blanche, a tout simplement développé une nouvelle théorie raciste. Mais elle est surtout connue pour son ouvrage The ISIS Paper, The Keys to the Colors, sorti en 1991, une compilation d'essais sur le racisme et ses impacts psychologiques. Et jusque-là, tout va bien, me direz-vous. Sauf que c'est dans ce livre qu'elle développe une théorie selon laquelle la suprématie blanche découlerait d'une peur de l'annihilation génétique des Blancs face aux populations à fort taux de mélanine. Selon elle, le racisme serait une stratégie de survie des Blancs, qui seraient en fait des descendants de mutants albinos qui auraient fui l'Afrique. Et ça devrait vous rappeler quelque chose d'ailleurs. Frances Cress Welsing, c'est l'une des figures les plus influentes des cercles afrocentristes. Alors, inutile de vous dire qu'elle est très critiquée dans le milieu universitaire pour le caractère pseudo-scientifique de ses recherches, mais aussi parce qu'elle développe une autre thèse. La mélanine serait source de capacités surnaturelles chez les Noirs. En clair, avoir plus de mélanine serait synonyme d'une supériorité physique, intellectuelle et spirituelle. Mais concrètement, ces thèses, elles participent aussi à la persécution des albinos en Afrique. En Afrique subsaharienne, et notamment en Tanzanie, au Malawi et au Burundi, les albinos sont victimes de violences graves, incluant des meurtres et des mutilations en raison de superstitions locales, des croyances ancrées dans des traditions de sorcellerie qui attribuent des pouvoirs magiques aux parties du corps des albinos, supposées apporter richesse, chance ou guérir de maladies comme le sida. Il faut savoir qu'un corps entier peut être vendu jusqu'à 75 000 $ sur le marché noir. Alors évidemment, les théories de Welsing et Jeffries ne sont pas directement responsables des persécutions des albinos en Afrique, mais cette focalisation sur le taux de mélanine comme symbole de supériorité contribue à renforcer le stigmate subi par les albinos en Afrique. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une des théories les plus flippantes. Les Blancs ont mangé les Noirs. Ce que je vais vous montrer ici, c'est la vidéo TikTok d'une certaine Kim Possible. But white people have always indulged in cannibalism. They ate their slaves and they ate black people that were free after the Emancipation Proclamation, after lynchings. My name's Chemistry, I teach Black History. Alors, pour comprendre d'où vient cette idée, il faut remonter à une autre théorie selon laquelle, si les momies ont disparu, c'est parce que les Blancs les ont mangées. Voici un extrait de la vidéo d'une autre influenceuse afrocentriste, We Are Push Black, qui parle de ça. Europeans often ate the mummified remains of Egyptians. Researchers argued it was for a substance Egyptian embalmers used to kill bacteria. But even when the health benefits of mummies were debunked, white people continued eating flesh. Sauf qu'en fait, ce qu'elle dit est vrai. On a vraiment bouffé les momies. Et pas une ou deux juste pour goûter. On en a bouffé des milliers. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien documenté pour le coup et qu'on appelle le cannibalisme médical. Ça a été pas mal pratiqué, notamment en Europe et en Chine. Et ça vient du fait qu'à l'époque, on croyait que comme le corps humain était capable de se guérir lui-même, il pouvait aussi aider à guérir un autre corps. Et donc, au Moyen-Âge,
et jusqu'au XVIIIe siècle, des milliers de momies égyptiennes ont été broyées et vendues comme remède parce que la poudre de momie, le mumia, était censée posséder plein de propriétés curatives. Toujours est-il que beaucoup de contes afrocentristes aiment diffuser l'idée selon laquelle les Blancs mangeaient régulièrement des Noirs en se basant notamment sur cette histoire de mumia. Ensuite, on va passer à une autre théorie. Les cheveux crépus magnétiques. En gros, les cheveux crépus des Africains serviraient d'antenne naturelle pour capter des signaux cosmiques ou spirituels. Mais malheureusement, cette capacité aurait tendance à disparaître à cause des produits capillaires occidentaux, mais aussi à cause du lissage des cheveux imposé par les Blancs. Les cheveux crépus ont une grande attraction magnétique pour les énergies supérieures. Ils ont également la capacité de concentrer ou de focaliser ces énergies supérieures comme une loupe qui concentre les rayons du soleil. Ces cheveux crépus que les Africains sont conditionnés à rejeter et à mépriser sont en fait extrêmement précieux. L'idée, c'est que les spirales formées par les cheveux crépus seraient en fait une manifestation de la façon dont l'énergie se déplace dans l'univers. Et ça donnerait aux personnes noires une plus grande intuition et une plus grande conscience spirituelle. Nous voici maintenant arrivés à notre destination finale. Les abysses. Et là, on va vraiment attaquer le plus sordide, le plus sale et le plus violent. Ce qu'on va voir, c'est ce qui arrive en bout de chaîne, le résultat concret de la diffusion de l'idéologie afrocentriste, à commencer par le BNWO. Vous vous êtes peut-être dit, en regardant cette vidéo, tiens, pour une fois, Modin n'a pas parlé de fétichisme bizarre qui tourne autour de la norpographie. Eh ben ça y est. On y arrive. L'acronyme BNWO, c'est pour Black New World Order, ou le Nouvel Ordre Mondial Noir, qui est en fait un fétichisme de la suprématie noire. Pour ceux qui ont vu mon enquête sur les cucs, vous savez que c'est un phénomène qui est loin d'être si rare que ça. Ce genre de vidéos BNWO sont regardées soit par des noirs qui jouissent de leur sentiment de supériorité sur les blancs, soit par des blancs qui jouissent de leur sentiment d'infériorité par rapport aux noirs. Et en fait, plutôt que de vous faire une longue description, je vais simplement vous lire une conversation Tinder postée sur Reddit. Non pas que ce soit un document d'une valeur inestimable, mais parce que c'est extrêmement révélateur de la psychologie derrière ce type de fétichisme. Alors, pour vous donner un peu le contexte, c'est un mec qui a matché avec une femme noire sur Tinder et qui va lui raconter son kink de sentiment d'infériorité envers les noirs. J'ai l'impression que les hommes noirs sont meilleurs. Oula, ça a pris une tournure inattendue. Mais bon, j'ai envie de savoir maintenant. Meilleurs sur quoi exactement ? Mais surtout, ils sont plus grands, plus rapides, plus forts, plus dominants, et ils sont membrés comme des chevaux. La plupart des mecs blancs se sentent inférieurs aux noirs. C'est juste qu'on l'admet pas tous ouvertement. Tu penses pas que c'est bizarre de se comparer ? Non, c'est des vrais mecs, pas comme nous. On devrait se mettre à genoux pour les servir. Ok, bon, j'ai quelques questions. Ok. Premièrement, est-ce que tu as des fantasmes, genre humiliation, trucs comme ça ? Je ne juge pas, hein, je ne fais jamais de kink-shaming, je suis juste curieuse. Deuxièmement, pourquoi est-ce que tu te préoccupes de ce que les hommes noirs font au lieu de te concentrer sur toi en tant qu'individu ? Et troisièmement, tu te rends compte que tu te bases sur des stéréotypes vieux de plusieurs siècles ? Encore une fois, aucun jugement. J'essaye simplement de comprendre ton point de vue. Ok, alors, premièrement, oui, j'ai des penchants un peu comme ça. J'aime voir les femmes avec des hommes noirs, etc. Deuxièmement, je pense sincèrement que nous, les blancs, sommes une putain de maladie. Troisièmement, ce n'est pas dépassé. En tant que mec blanc, on le ressent dès le plus jeune âge, même dans les vestiaires. On se demande pourquoi on est tellement plus petit et ce qui va pas chez nous. Et puis, il nous domine sur le terrain, dans les médias, dans le et dans la musique. Mais c'est pas du racisme bizarre, j'adore vraiment ça. C'est beau de les voir des femmes. J'adore regarder le football et les voir dominer. Je suis juste réaliste, ils sont meilleurs. Une femme ne devrait pas avoir à se contenter de moins. Mais tu dis ça parce que je suis une femme, parce que je suis noire, ou parce que ça fait partie de ta demande pour que je te laisse me regarder faire l'amour avec un homme noir ? Eh ben, les trois, je pense. Je pense que davantage d'hommes blancs devraient être exposés. Les femmes devraient voir comment nous sommes vraiment. Il y a tellement de mecs blancs qui renoncent au sexe et abandonnent. Ils veulent juste servir le nouvel ordre mondial noir. Bienvenue dans les abysses. Noircir leur descendance.
Le document que je vais vous faire entendre ici, c'est un témoignage diffusé sur ma chaîne secondaire Radio Modin en mai 2024, dans lequel une jeune femme nous racontait comment elle avait été embrigadée dans le mouvement panafricain, ses dessous sordides et ce qu'elle y a vécu. Je me faisais traiter de bounty, de traître, de sale noire, de tous les noms assez compliqués par des personnes d'origine africaine et parfois maghrébine. Donc du coup, tout cela a joué sur mon mental et mon moral. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à côtoyer le milieu panafricain, kémite, même la Nation of Islam. J'ai commencé à traîner dans ce milieu-là. Ça a commencé comment? J'ai commencé à regarder des vidéos sur le panafricanisme, sur Cheikh Anta Diop, tous ces pseudo-savants panafricains sur le monde noir, que ce soit américain ou anglais et aussi africain. Je passais mes journées à regarder ce genre de vidéos. Ça prenait la haine de l'Europe, la haine de la différence, la haine des autres peuples et il fallait à tout prix valoriser les communautés africaines et noires américaines parce que c'est le noir, c'est le meilleur, c'est la mélanine, c'est la race supérieure. Et du coup, je me suis droguée à ça. Et après, ça m'a tellement touchée que j'ai commencé à ressentir de la haine envers les autres. Mais ce qui m'a le plus touchée parmi ces personnalités politiques assez connues du moment panafricain, c'est que la grande majorité était en couple mixte. Et ils se disaient de façon privée que comme quoi il fallait à tout prix faire des enfants avec les femmes européennes pour noircir leur descendance. Il faut savoir que la personne qui a fait ce témoignage a fini par être reconnue et que ça lui a posé quelques problèmes. J'ai donc décidé de supprimer ce témoignage de ma chaîne Radio Modin et de vous le proposer ici en intégralité sur cette chaîne. Cette fois-ci en modifiant sa voix. Et ça devrait arriver d'ici quelques jours. Maintenant, j'aimerais vous parler du cas Simon Mole. De son vrai nom, Simon Moleke Ndiaye, né au Cameroun en 1973. Selon son autobiographie, il aurait commencé sa carrière de journaliste en Afrique où il aurait été emprisonné pour avoir écrit des articles critiques envers le gouvernement. Il se serait ensuite réfugié au Ghana où il aurait également été persécuté. En 2000, il arrive en Pologne. Là-bas, il se présente comme un réfugié politique, militant antiraciste, poète et journaliste. Il publie un recueil de poèmes, il écrit pour le Warsaw Voice et s'engage activement dans la défense des droits des réfugiés et des minorités en fondant notamment une troupe de théâtre composée de réfugiés pour jouer des pièces antiracistes. Il lutte aussi activement contre l'amalgame que certains font entre personnes noires et personnes atteintes du VIH. Rapidement, il devient le chouchou de la presse polonaise de gauche, une véritable star. Une association lui décernera même le prix de l'antifasciste de l'année. Fort de son succès, il commence à attirer les femmes, jusqu'à ce qu'en 2007, le scandale éclate. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur son passé de journaliste en Afrique? Eh bien, selon une enquête du journal polonais Rzeczpospolita de 2007, tout est faux. La mère de Simon Mole a avoué elle-même qu'il n'avait jamais écrit sur la corruption au Cameroun et qu'il n'avait jamais fait de prison. Tout ce qu'il a écrit, c'était des articles sur des matchs de foot. Il faut aussi savoir qu'une bonne partie de son discours se base sur le fait qu'en 2001, il avait été tabassé par des militants néo-N. Or, ça aussi, c'est un mensonge. Le 3 janvier 2007, Mole est arrêté à Varsovie et placé en détention provisoire pour mise en danger de la vie d'autrui. 4 femmes ont porté plainte contre lui. Elles l'accusent de leur avoir sciemment transmis le virus du sida. Elles sont sûres d'elle, ce n'est pas un accident. Et effectivement, plusieurs documents l'attestent, Simon Mole s'est fait dépister en 1999. Il savait donc qu'il était infecté et a contaminé ces femmes sciemment. Pour éviter d'avoir à se protéger lors de ses rapports, il disait qu'il considérait que son sperme était sacré, mais surtout qu'il considérait que demander à un homme noir de se protéger était une forme de racisme. Il faisait culpabiliser ses partenaires en leur disant qu'elle associait sa couleur de peau à la maladie du sida. Le gouvernement polonais a même diffusé un avertissement épidémiologique. Toutes les femmes qui l'ont connue, mais aussi les hommes qui ont eu des relations avec elle, doivent aller se faire dépister. Peu de temps après, d'autres plaintes sont ajoutées. Le nombre de victimes passe à 12, puis à 16, et puis il ne cesse plus de grimper. En comptant les victimes directes et indirectes, on dénombre plus d'une centaine de personnes contaminées. Le procès de Simon Mole a débuté en 2008, mais il a rapidement été suspendu à cause de son état de santé. Mole finira par décéder des complications liées au VIH en 2008. Son acte
il le justifiera comme une vengeance pour tout le racisme subi par les siens. Depuis, la Pologne exige un test de dépistage de la part des migrants venus d'Afrique subsaharienne. Et si vous avez trouvé que cette histoire était déjà glaçante, attendez de voir comment elle a été racontée par le média Kaya Maga. Il s'est vengé en transmettant le sida à des dizaines de femmes blanches. C'est l'histoire de Simon Moll qui a décidé de punir les racistes en semant la mort. Et s'il y a un truc qui l'énerve encore plus dans les actes racistes, c'est le fait d'attribuer la couleur de peau noire à certaines maladies comme le sida. Il se battait en fait contre ces discriminations-là. Mais ce qui est drôle, c'est que Simon Moll était séropositif. Il le savait et le cachait. Ce qui est drôle, toutes les femmes qui l'ont connu sont appelées à se faire dépister. Les centres de dépistage étaient pleins chaque jour. Jusqu'à sa mort, il affirmait qu'il ne savait pas qu'il était infecté. C'est une histoire complètement folle qui a vraiment secoué la Pologne. La haine du blanc chez certains est tellement forte que ce genre de drame est pour eux à considérer comme une action héroïque. En tout cas, s'il y a bien une chose qui vient vraiment d'Afrique et qui n'est pourtant jamais revendiquée par les afrocentristes, c'est le sida. Une maladie présente en Afrique depuis au moins le début du 19e siècle. Le VIH, le virus à l'origine du sida, est en fait un dérivé du VIS, le virus de l'immunodéficience simienne, qu'on trouve chez les chimpanzés d'Afrique centrale. La transmission de l'animal vers l'homme aurait eu lieu au début du 20e siècle, et la maladie est arrivée aux États-Unis au milieu des années 70. Mais bien sûr, dans la plus pure tradition paranoïaque afrocentriste, il y a eu une réécriture des faits. Certains affirment que le VIH serait une arme biologique inventée par les Blancs pour nuire aux personnes noires, ou encore qu'un scientifique noir aurait trouvé un vaccin contre le sida et que les Blancs l'auraient tué afin de continuer à propager la maladie en Afrique. C'est d'ailleurs en partie pour ça que certains considèrent Simon Moll comme un héros. C'est celui qui aurait retourné l'arme de l'adversaire contre lui-même. À ça s'ajoutent certaines croyances et superstitions, notamment celle selon laquelle on pourrait guérir de cette maladie en la transmettant à d'autres personnes. Parallèlement à ça, de nombreuses théories circulent à propos des médicaments et des vaccins envoyés par les Blancs et qui auraient pour but de stériliser ou d'éradiquer les Noirs. Or, en réalité, c'est la médecine occidentale qui est à l'origine de l'explosion démographique de l'Afrique. Mais maintenant, j'aimerais vous parler d'un des groupes les plus radicaux et les plus bizarres qui soient. Le Black Hebrew Israelite Movement. Une organisation qui pense que les Afro-Américains sont les descendants des anciens Israélites de la Bible. Ils se disent juifs, mais ils vénèrent Jésus. Ils piochent aussi pas mal chez les nationalistes noirs pour créer un mélange qui ne semble pas toujours très cohérent. Leur mouvement a émergé à la fin du 19e siècle aux États-Unis dans un contexte de discrimination raciale. Certains se cherchaient alors une identité. Dans les années 60-70, le mouvement a gagné en popularité avec l'essor du nationalisme noir et des luttes pour les droits civiques. C'est l'un des mouvements les plus extrêmes des États-Unis. Si leur nombre est difficile à évaluer, on estimait qu'ils étaient entre 25 et 40 000 dans les années 80. Tyler Oliveira, qui est un peu le Vincent Lapierre américain, est allé les interroger. Et ce qui ressort de son reportage, c'est un discours extrémiste vraiment ultra violent. Il s'entraîne au combat, propage des idées ultra radicales et réclame la ségrégation raciale. Ce qui les rassemble, c'est avant tout la haine du blanc. Et ils le clament d'ailleurs haut et fort. Plus encore, leur rêve, c'est de réduire les blancs en esclavage. According to the Bible, God is going to avenge black people for what white people did, so they go enslaved. You know, they got to be in chains, they got to build our kingdom, they got to serve out the judgment for touching God's people. Et ce qui est d'assez hallucinant dans ce reportage, c'est la manière dont les blancs valident ce qui est dit. Parfois même, ils vont jusqu'à demander aux blancs d'embrasser leurs pieds pour expier les péchés de leurs ancêtres. Ce qu'ils demandent aux blancs, c'est de disparaître, car ils se sentent opprimés par leur simple existence. Moins il y en aura, mieux ils se sentiront. Mais le groupe le plus violent ne se trouve pas en Amérique, mais bien sur le continent africain. Là, Black Axe. Ce matin, plusieurs corps sans vie, dont certains décapités, ont été retrouvés un peu partout dans la ville. À la base, la Black Axe, c'était une fraternité d'étudiants créée en 1977 à l'université du Bénin, le mouvement néo-noir d'Afrique, ou NBM, qui se regroupait autour d'une idéologie panafricaine qui piochait énormément dans les idées afrocentristes et les mouvements comme les Black Panthers, et puis aussi dans l'ancienne religion nigériane et l'activisme anticolonial. Si au départ ils étaient pacifiques, ils ont progressivement
progressivement glissé vers la violence la plus extrême au point d'être devenu une véritable mafia. Aujourd'hui, si le NBM est légal, il sert surtout de couverture aux actions illégales du Black Axe. Selon plusieurs sources, les politiciens du pays engageraient parfois les Axemen, c'est le nom des membres de la Black Axe, pour commettre certaines actions contre leurs rivaux, intimidation, torture, meurtre, etc. De nombreux membres du gang auraient même infiltré la police, l'éducation, la politique et profitent de la corruption pour s'enrichir tout en disant lutter contre l'oppression coloniale. On estime qu'ils sont environ 30 000 membres et qu'ils sont présents dans de nombreux pays d'Afrique, d'Europe, mais aussi d'Asie. Leurs activités criminelles vont de la cybercriminalité au trafic d'êtres humains en passant par le trafic de drogue ou le blanchiment d'argent. Ces membres considèrent qu'ils tuent pour la justice, bien qu'en général, ils se battent surtout contre les gangs voisins. Le test d'entrée passe par un bizutage qui ressemble fortement à une séance de torture. Il faut régner la terreur partout où ils passent et ils n'hésitent pas à couper les têtes, mais aussi les organes génitaux de leurs victimes. Aucun chiffre fiable n'existe sur leur nombre de victimes, mais on estime qu'ils auraient tué des milliers de personnes. Maintenant, j'aimerais vous parler du cas Cosmo Setepenra. C'était le pseudo de Gavin Lang, un Afro-Américain qui publiait des vidéos sur les réseaux sociaux en s'autoproclamant défenseur de la cause noire. Il se réclamait du suprémacisme noir, diffusait des thèses afrocentristes et suivait les enseignements de la Nation of Islam. Le 17 juillet, à Bâton Rouge, le jour de son 29e anniversaire, il rôde près d'une station-service, armé d'un fusil d'assaut. La police est appelée, il tue 3 policiers, en blesse 3 autres grièvement et il sera finalement abattu par le SWAT. Parmi ses victimes, un officier de police noir américain, père d'un enfant de 3 mois. Et encore une fois, beaucoup le considèrent comme un héros. Et voici donc le dernier point de cet iceberg. La violence. Tout comme pour les appropriations historiques ou pour les pseudo-inventions noires, je pourrais passer la vidéo à énumérer des crimes de haine commis au nom du suprémacisme noir, c'est-à-dire ce qui se trouve en bout de chaîne de l'idéologie afrocentriste. J'aurais pu vous parler de Micah Johnson, du Knockout Game, un jeu qui consiste à mettre KO des blancs au hasard dans la rue en leur donnant un coup de poing, ou bien du très récent drame de Cincinnati, dans l'Ohio, où a eu lieu une agression raciste, suite à laquelle la photo d'une femme gisant au sol a beaucoup circulé et beaucoup choqué, et des actes de violence gratuites comme celle-ci sont constatées de manière quotidienne, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et ce, dans le silence médiatique le plus total, quand ce n'est pas avec la complicité de certains médias. Puisque pour beaucoup, parler de ces crimes, ce serait stigmatiser la communauté noire. Or, ces mêmes médias ne cessent de mettre une cible dans le dos des personnes blanches en les accusant d'être responsables d'à peu près tous les maux de la terre. C'est donc un terrain fertile pour le développement des théories afrocentristes les plus radicales. Pour une fois, ce n'est pas moi qui vais conclure cette vidéo. Je vais laisser la parole à un Africain qui refuse d'être associé à ces grands malades que sont les afrocentristes. Il est présent sur internet sous le pseudo de Génération Sankara et il m'a donné un coup de main pour les recherches de cette vidéo. L'histoire africaine existe et elle n'est pas faite que d'esclavage ou de soumission. Il est grand temps d'arrêter de se baser sur des faits qui ne constituent qu'une partie de notre histoire pour se victimiser. Il est tout aussi important d'arrêter de falsifier l'histoire, car cela ne démontre qu'une seule chose, le fait que les Africains et les Noirs en général ont honte de ce qu'ils sont. C'est tout à fait contre-productif. Et soyons clairs, aucun d'entre nous n'a personnellement connu l'esclavage. Il y a eu de grands hommes et de grandes femmes qui ont construit et façonné l'Afrique tout au long de l'histoire de l'humanité. Ce que font les afrocentristes, ce n'est ni plus ni moins que de nous détruire et de manquer de respect à des générations entières de Noirs. Apprenez l'histoire, votre histoire. Le but maintenant n'est plus de pleurer sur une partie de notre histoire, mais de tout faire pour que l'Afrique ne soit plus symbole de sous-développement, de misère et de médiocrité. Et pour cela, il faut accepter de rentrer en Afrique, surtout pour ceux qui détestent tant l'Occident, pour construire l'avenir de nos pays. Apprenez, formez-vous, faites tout pour acquérir un savoir utile et rentrez l'apporter à vos pays en Afrique. C'est comme cela et uniquement comme cela que nous deviendrons puissants et que nous rendrons honneur à nos anciens. Inventer l'histoire, la modifier, s'approprier celle des Occidentaux, voler leur culture au lieu de mettre en valeur les nôtres n'est pas la solution. Cela en dit bien plus long sur notre incapacité à nous remettre en question que sur le racisme que certains dénoncent à longueur de journée. Vous n'êtes pas fatigué que les seuls films ou reportages connus sur les Africains soient sur l'esclavage ou sur la pauvreté. Aujourd'hui,
2 choix s'offrent à nous. Continuer à pleurer sur le passé ou rentrer et participer à reconstruire et à rendre un tant soit peu de fierté à l'Afrique subsaharienne. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo particulièrement longue et difficile à faire. J'ai dû enlever des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses, plus de la moitié en réalité, pour pas que la vidéo soit trop longue. Je m'étais fixé comme objectif que ça dure moins d'1 heure et c'est raté. L'afrocentrisme, c'est vraiment un terrier de lapin infini. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez une autre mode d'investigation sur un sujet un peu plus léger, je vous conseille la précédente sur les fétichistes des pieds, qui a été pendant un moment interdite aux moins de 18 ans sur YouTube, ce qui a donc totalement flingué son référencement, mais qui est depuis redevenu tout public, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je remercie encore Idéochoc d'avoir sponsorisé cette vidéo, et je vous rappelle que tous les liens sont en description pour aller voir ce qu'ils proposent, et qu'avec le code MODIN, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction.